Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Pour ce deuxième épisode, nous retrouvons Pierre Broyer. Grimpeur depuis un peu plus de 10 ans, il découvre l'ouverture et se prend de passion pour cette activité, jusqu'à devenir l'un des ouvreurs français les plus connus grâce à sa créativité et son omniprésence sur la scène internationale. En l'espace de quelques années, il a déjà ouvert pour des stages nationaux, des championnats d'Europe, des coupes du monde ou encore même des championnats du monde. Et chaque année, il repousse les limites de l'ouverture en imaginant des mouvements toujours plus fous. Dans cet entretien, on revient sur son parcours depuis sa découverte de l'escalade, en passant par sa progression dans le monde de l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. L'épisode est disponible sur Spotify si vous voulez l'écouter dans les transports et sur YouTube. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Salut Pierre, pour débuter, comment as-tu découvert l'ouverture et plus largement, comment as-tu découvert l'escalade ? Alors en fait, j'ai découvert l'escalade en 2012. J'avais un copain de lycée qui avait fait un sélectif équipe de France jeune, puis qui était assez talentueux. Il m'a amené à Entrebloc, donc on était en terminale tous les deux. Il m'a amené à Entrebloc. J'ai assez vite accroché, j'ai pris un abonnement de 6 mois, je me souviens, avec mon père qui m'a pris une paire de Cobra et mon abonnement. Au bout des 6 mois, on est parti grimper 3 bonnes semaines à Albarracín avec 2 copains et puis ça a tout de suite été une révélation. L'année d'après, je suis allé faire des études d'œnologie à Bordeaux et je revenais assez régulièrement le week-end à Paris. Et à Bordeaux, la salle la moins chère, c'était un pan associatif, le Migou ça s'appelle. Donc c'était basiquement un pan avec plein de prises dans lesquelles il fallait s'ouvrir des passages pour pouvoir continuer de jouer. Et puis pour avoir un peu des entrées moins chères, je proposais à Rock Altitude d'ouvrir quelques blocs aussi. Quand je rentrais le week-end à Entrebloc, je me souviens voir Laurent Julien, du coup, qui était un des rares ouvreurs à Paris à l'époque. Puis je lui avais proposé, je lui avais demandé s'il voulait bien m'initier un peu à l'ouverture. L'année d'après, je rentre à Paris pour finir mes études. Je fais de l'ouverture pour payer mon abonnement, en quelque sorte, à la clé. Donc on démonte un bloc, on en réouvre un et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis je me suis mis à aimer autant l'ouverture que l'escalade. Derrière, je passe mon DE, je suis moniteur d'escalade, un peu ouvreur et de moins en moins moniteur et de plus en plus ouvreur. Je crois qu'on a tous commencé par la clé. François Petit aussi disait pareil. J'ai commencé à la clé, on a tous commencé par là. En 2017, tu lances avec 2 de tes potes Blowjob, un crew d'ouverture parisien. Est-ce que tu peux revenir sur cette aventure ? Ça a commencé un peu comme une blague. En fait, ça a toujours été plus ou moins une blague. Et puis, c'était pas hyper précis ce qu'on attendait, au début en tout cas. Et puis, l'idée, c'était surtout de proposer nos services aux salles parisiennes. À l'époque, quand on a commencé, il me semble, il n'y avait que Blockbuster, Blockout, c'était les débuts peut-être de Vertical Art et Arcos commençait à bien se développer. Et du coup, l'idée, c'était de sortir d'Entrebloc pour s'ouvrir un peu sur toutes ces autres salles. Et puis, ça a été une période super parce que on a quand même beaucoup travaillé à Paris. Moi, ça m'a fait énormément progresser parce que j'ai rencontré plein de gens talentueux. Ryan Anderson, Johan Deschamps, Jonathan Marquez, Alban Levier aussi. En fait, chaque personne dans une salle avait développé quelque chose. Et le fait que nous, en tant qu'indépendants, on puisse ouvrir avec eux, ça nous a permis à Yann et à moi de beaucoup nous développer en tant qu'ouvreurs et puis de tirer le meilleur des gens avec qui on travaillait à chacune de ces prestations. Donc, ça a été un moment hyper formateur. Et du coup, en quoi c'est un avantage d'ouvrir à 2 ou à 3 avec des gens que tu connais vraiment bien ? Déjà, on connaît nos forces et nos faiblesses à chacun. Et puis surtout, en fait, moi, j'y voyais pas tellement un avantage professionnellement sur la journée d'ouverture, mais plutôt, on n'avait pas tellement l'impression de travailler, c'était toujours assez fun entre nous, on est tous les 3 super copains. Ça nous a permis en fait d'additionner nos réseaux et puis de pouvoir travailler avec tous les gens qu'on connaissait tous les 3. Ça nous a rendu beaucoup plus forts en fait, professionnellement, d'être à 3. Tu enchaînes du coup Karma 8A+ à Fontainebleau en octobre 2020. Ça représente quoi pour toi ce bloc ? Déjà, je l'ai fait juste après m'être fait une poulie en été 2020, donc pendant la période du Covid. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la blessure rend plus fort. C'était aussi la première fois que je m'entraînais pour de vrai, donc c'était un aboutissement.
Et puis c'était juste un peu avant les championnats d'Europe, si je dis pas de bêtises. Donc c'était ça m'a vraiment mis en confiance avant cet événement-là. Et puis Karma, effectivement, c'est le bloc mythique de la forêt de Fontainebleau. Et après avoir vu The Real Thing quand j'ai commencé l'escalade, je m'étais mis en tête de vouloir faire ce bloc. Je suis passé, à chaque fois que j'allais à la cuisinière, on passait devant. Donc c'est peut-être pas la côte la plus dure, mais c'est clairement un des blocs les plus emblématiques qui m'a été donné de faire. Et du coup, est-ce que tu arrives à avoir un lien entre l'ouverture et l'extérieur? Est-ce que grimper dehors est bénéfique pour tes idées, ta créativité? Je pense que grimper dehors est bénéfique en tant que grimpeur plus qu'en tant qu'ouvreur. On a de la chance avec Fontainebleau d'avoir un bagage technique, gestuel hyper important. Et d'ailleurs, culturellement, on le voit, les Français sont globalement des très bons grimpeurs. Après, pour ce qui est de la créativité, c'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, l'escalade en compétition, elle s'éloigne de plus en plus de ce qu'on peut retrouver sur rocher. Mais il arrive parfois que ça m'inspire en termes de mouvement. Oui. Pour en revenir aux compétitions, en novembre 2020, tu ouvres les championnats d'Europe à Moscou. Une compétition très particulière puisque plusieurs nations fortes ne sont pas présentes en raison du Covid-21, notamment la France. Et c'était une compétition qui offrait 2 tickets pour les Jeux de Tokyo, après les championnats du monde et le TQO. Et enfin, c'était ta première grosse compétition internationale. Comment ça s'est passé? Déjà, en fait, tu l'as dit, il manquait quelques grosses équipes. Mais en fait, pour moi, c'était parfait parce qu'à l'époque, je me sentais pas... j'étais pas prêt pour un événement regroupant tout le monde. Donc c'était pile poil le bon niveau pour me permettre de m'exprimer. J'ai pas tellement ressenti la pression des tickets pour les jeux, même si je le savais en arrivant, mais je l'ai réalisé plutôt après coup. C'était quand même un gros pari de ma part. Je connaissais assez mal les gens. J'avais été introduit par Jackie, qui m'avait rendu service. Mais au final, je connaissais très peu les gens de l'équipe. J'ai commencé à prendre contact avec Rémi quelques mois avant ça. Et puis on avait pas mal discuté pendant les confinements. Et à la dernière minute, un ouvreur s'est désisté et Rémi est venu. Donc du coup, ça m'a vraiment apporté du soutien, puisqu'il m'a un petit peu stressé au début. C'était particulier d'être à Moscou aussi, je me souviens à cette époque-là, c'était compliqué d'avoir un visa, il fallait avoir une lettre du ministère. On a attendu longtemps à l'aéroport sans nos passeports. Il y avait le Covid aussi, on ne savait pas exactement ce que c'était, on ouvrait avec les masques. Donc sur le coup, c'était une expérience vraiment tendue, mais en fait, je regrette pas du tout parce que ça me laisse plein de bons souvenirs. Du coup, tu savais déjà parler anglais avant d'y aller ou pas? Ouais, quand même, ouais. Parce que du coup, est-ce qu'il y a une barrière comme ça de la langue dans l'ouverture? Parce qu'il y a plusieurs pays qui ouvrent à l'international. Par exemple, il y a des Japonais qui parlent pas forcément très bien anglais. Comment vous faites pour vous comprendre? Globalement, en fait, la première condition pour ouvrir en dehors de son pays, c'est d'être capable de communiquer. Donc la plupart des gens, même s'ils n'ont pas un anglais parfait, ce qui est mon cas, il faut quand même être capable de se débrouiller, au moins gérer les basiques. C'est-à-dire l'escalade, l'ouverture, tourner la prise, qu'est-ce qu'on mange à midi. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Le plus important. Du coup, en parallèle, vous lancez avec Blowjob votre première collection de prises avec Entreprise. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience en tant que shaper? Et du coup, effectivement, EP, ils nous ont beaucoup accompagnés, Yann, Pierrot et moi, à un moment donné. Et ils nous accompagnent toujours un tout petit peu. Et ils avaient besoin de shapers à cette époque-là. Et puis avec Éloi, qui était à l'époque directeur du secteur prise chez EP, ils nous ont proposé de venir shaper. Nous, on avait un peu cette idée, je me souviens, c'était juste après la Coupe de France de Briançon, donc qui est un énorme dévers. Et donc moi, j'avais cette idée de shaper des prises qui servent à mettre d'autres prises dessus. Et c'est pour ça qu'on a shapé les Atami, qui peuvent servir de pommeau et sur lesquels on peut visser des petites règles dans des gros dévers. Et en fin de compte, ça a été assez speed, on ne savait pas trop ce qu'on faisait au début, et au bout de 2-3 jours, on a dû repartir. Mais ça s'est fait assez naturellement. Le résultat n'était pas terrible au début, et puis on est revenu une deuxième fois, on a repaufiné le résultat. Mais je pense quand même qu'avoir une grosse expérience d'ouvreur, t'as peut-être pas tout de suite le geste, mais t'as au moins le côté pratique de la prise. Et puis après, tu vois aussi beaucoup de choses qui forcément vont t'impacter et t'inspirer. Et t'arrives à produire quelque chose de potable, au début en tout cas. On peut le voir avec Manu Hessler et par exemple Laurent Laporte, qui ont les 2 plus grosses marques internationales
qui sont en même temps des très bons ouvreurs et des très bons grimpeurs. Ouais. Donc c'est sûr que tout doit être complémentaire. C'est sûr qu'ils mettent leur expérience de l'ouverture au profil du shape et eux, ils sont même arrivés à un stade où du coup, ils shapent des prises pour des mouvements. Et ça, effectivement, je dirais, c'est le Graal en tant qu'ouvreur et shaper. Avril 2021, tu fais ta première ouverture en Coupe du Monde avec l'une des étapes les plus mythiques du circuit qui est Meiringen. Pour présenter un peu cette compétition, depuis 2016, elle lançait chaque année la nouvelle saison internationale de bloc. Laurent Laporte et Manu Hassler, les fondateurs respectifs de Cheetah et Flathold, en profitaient pour lancer leur nouvelle création. Et chaque année, on a pu voir des mouvements mythiques comme la quintuple corde au bras en 2018 ou la fissure en 2019. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment qui a dû être quand même assez incroyable? En tout cas, c'était impressionnant. Encore une fois, donc là, je suis introduit par le club alpin suisse pour avoir collaboré avec eux. Et puis, je suis introduit à Meiringen. Encore une fois, il me semble que Rémi est nommé à la dernière minute sur cette compétition. Et donc, encore une fois, nos destins sont liés. On se retrouve tous les deux à partir de Paris et aller à Meiringen. C'est sûr que sur le coup, moi, je suis impressionné de voir Manu et Laurent. En plus, un Suisse et un Haut-Savoyard et un Japonais, parce que Gen était chef. Donc, tous les trois des caractères assez réservés, de prime abord. Donc, très impressionné. Le premier jour, au final, un peu freestyle, et puis on me laisse champ libre. Et donc, du coup, moi, je retrouve tout à fait, assez vite mes marques. Je me retrouve à ouvrir ce bloc fille, du coup, jaune et noir, ce cordeau balançoire. Et puis, la matinée, je me souviens, j'étais un peu stressé. J'ai dû ouvrir 6 idées différentes sur le mur en l'espace d'une matinée. Et puis après, je me suis fixé sur cette idée-là. Et après, tout au fur et à mesure de la semaine, on apprend à faire connaissance avec les autres et puis à démystifier aussi un petit peu les gens avec qui on travaille. Et puis du coup, je me sens de moins en moins impressionné. Ils me mettent à l'aise et au final, ça a été vraiment incroyable comme première expérience de Coupe du Monde. Incroyable grâce aux gens avec qui j'ai partagé cette expérience. Incroyable aussi, parce que du coup, c'était une des premières compètes après Covid. Incroyable parce que le matos et le mur, il y a juste tout ce que tu veux chez Cheetah et Flathold, plus des nouveautés. Et puis cette équipe a été extrêmement créative et prête à challenger les athlètes. Les athlètes étaient remontés, avaient envie de compétition, donc il y avait tous les ingrédients pour que ce soit une vraie belle et mémorable compétition de bloc. Du coup, tu en parlais dans la vidéo de Flathold qui revient sur cette compétition. Tu as ouvert un bloc femmes pour la finale avec les prises jaunes et noires. D'ailleurs, merci pour le clin d'œil à Bloc Corp. Et on peut voir que la version de base est forcée avec une triple cordeau. Puis après, vous simplifiez un peu le tout par peur qu'il y ait que Yonia qui fasse le bloc. Ce qui permet donc aux grimpeuses un peu de faire différentes méthodes, de faire un peu ce qu'elles veulent sur les mouvements. C'est quoi ta vision là-dessus aujourd'hui? Tu préfères imposer un mouvement comme il était au début ou alors laisser place à la créativité des grimpeurs et des grimpeuses? Déjà, ce qu'elles veulent, non, ce qu'elles peuvent surtout, voilà, dans un premier temps. Et puis ensuite, en fait, c'est une question, ça dépend du contexte, ça dépend aussi de combien de tops est-ce qu'on attend sur ce bloc-là. Le problème des cordeaux, c'est qu'elles sont souvent en bas de mur. Et quand on veut se garantir, je sais pas, 2 tops, il faut du coup se garantir au moins 4 personnes qui aient joué jusqu'à la zone. Et donc c'est assez dur de rendre des cordeaux obligatoires. Puis il faut savoir que le laps de temps qu'on a pour caler les blocs n'est pas non plus énorme. On passe un jour et demi sur toutes les finales, les 8, pour toutes les caler. Donc il faut réussir à trouver des compromis, il faut réussir aussi à s'adapter. Tu laisses une version après avoir ouvert tes finales. Tu laisses une version que tu vas remodifier juste avant que les finales elles repartent pour les adapter au plus près du niveau des athlètes. Et donc au final, je pense que ce qui est préférable, c'est le scénario parfois au mouvement. Parce qu'un mouvement qui ne marche pas, il restera que dans ta tête. Un mouvement qui marche dans différentes méthodes, il marche quand même dans ta méthode. Et donc tu te donnes quand même une chance de le faire vivre. Et c'est sûr que le Graal, c'est que tout le monde fasse ta méthode et que le mouvement soit parfait. Et puis, je pense qu'en tant qu'ouvreur, il faut être assez modeste pour accepter que quand ça arrive, c'est génial. Et avec l'augmentation du niveau des athlètes et puis l'exigence en tant qu'ouvreur qu'on a à être de plus en plus créatif, ça se présente pas toujours comme situation malheureusement.
Mais non, ce bloc-là, il me laisse plutôt un beau souvenir, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Oriane et Yania qui le top, Natalia aussi. Sur le papier, il est marqué 3 tops. Il y a, il y a une Slovène qui tombe au dernier move. Donc scénario absolument parfait. Toutes les filles mettent des essais sauf Yania, si je dis pas de bêtises. Donc c'était un vrai succès. D'ailleurs, tu parlais que vous aviez un jour et demi pour faire les finales. C'est quoi un peu le programme sur l'ouverture d'une Coupe du Monde? Sur une Coupe du Monde ou un championnat national, souvent en fait il y a 3 jours pendant lesquels tu fais tes finales et tes demi-finales. Donc qui sont les tours les plus durs. Les finales sont en général un poil moins exigeantes physiquement et un peu plus spectaculaires que les demi-finales. Donc en 3 jours, tu dois ouvrir 4 fois 4 blocs. Donc 4 blocs de finale hommes, 4 blocs de finale filles, 4 blocs de demi-finale hommes, 4 blocs de demi-finale femmes. Et tu les marques, tu les démontes. Et ensuite, tu ouvres tes tours de qualif. Souvent, il y a 2 poules parce qu'il y a beaucoup de grimpeurs. Donc ça représente 10 tours et il faut s'assurer que le tour A et le tour B, de chacun 5 blocs, soient d'un niveau et d'une gestuelle équivalente pour que ce soit le plus fair-play possible et le plus sportif possible. Et du coup, on voit souvent 2 tours à peu près similaires avec quelques prises qui diffèrent et les angles des murs, mais c'est souvent à peu près les mêmes mouvements. Et du coup, c'est qui un peu les ouvreurs qui t'ont marqué dans ton parcours? Tu parlais de Laurent Laporte et Emmanuel Hessler avant, Jackie Godoff. C'est qui t'ont un peu inspiré, qui t'ont appris ce métier? Eh ben, déjà, dans l'ordre chronologique, il y a Laurent Julien, parce qu'en fait, il n'y a rien de tout ça qui serait arrivé sans lui. Et puis, ça a été quelqu'un de très bienveillant, expérimenté, et donc voilà, ça a été le tonton un peu. Plus récemment, du coup, il y a eu Jackie et Rémi pour ce qui est de la France. Parce que tous les deux, à leur façon, ils ont su capter ce que j'avais comme passion pour l'ouverture et puis ils ont su l'entretenir et me motiver à me dépasser. Et après, globalement, j'ai été inspiré plein de gens, donc la liste elle est hyper longue. Il y a plein d'ouvreurs en Ile-de-France qui m'ont inspiré, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a toute une période où avec Yann, on a rencontré plein de gens qui m'ont inspiré sur le coup. Aujourd'hui, c'est les gens avec qui j'ai la chance de travailler qui m'inspirent, mais je pense que j'ai cette capacité à me souvenir en tout cas des bons côtés des gens avec qui je travaille. Alors pas toujours sur le coup, mais après coup. Et j'arrive à m'inspirer de ce que les gens font de mieux pour progresser. Et ça, je pense que c'est important. La question d'avant, tu disais qu'il y avait un peu des calages à la dernière minute, juste avant les tours. Ça se passe comment? C'est le chef ouvreur qui choisit? C'est un peu toute l'équipe? En fait, l'ouverture en compétition, c'est un métier d'adaptation. Et donc, souvent, vu que tu ouvres les finales le premier jour, tu fantasmes un peu le niveau des athlètes. Pareil, là-dessus, tu cales. Alors, avec ton expertise et tout, tu définis un niveau. Toute l'équipe imagine que les athlètes ont ce niveau-là. Et puis, en demi-finale, du coup, tu adaptes par rapport à ton ressenti des finales. Tes qualifications, pareil, tu les adaptes par rapport à ce niveau que tu ressens, quoi. En prenant en compte le fait qu'au moment d'ouvrir les qualifications, tu es déjà fatigué et peut-être un peu moins lucide. Et puis après, quand les qualifications elles commencent, là tu passes toute ta journée à observer tout le monde et tu regardes la feuille de résultats, le nombre de tops et de zones par bloc. Et puis tu as testé leur qualité et puis tu t'adaptes en fonction de ça pour régler tes demi. Tes demi qui elles-mêmes ont donné davantage d'informations pour régler tes finales. Et donc du coup, tes finales, des fois, elles commencent super difficiles, elles finissent beaucoup plus faciles, ou inversement. Ou même des fois, tu te rends compte 5 jours après qu'il y a un mouvement qui ne marche pas. C'est encore ce qui nous est arrivé à Prague. Une coordination chez les filles, en fait, on pensait qu'elle marchait, nickel. Puis après, là, je l'ai réessayé 2 heures avant que les finales elles commencent, et puis je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Donc il y a plein de petites erreurs qui nous sautent aux yeux juste avant que le tour il commence. Des erreurs de niveau ou de calage. Du coup, comme on disait tout à l'heure, tu es dans le 8e degré à Fontainebleau. Tu as déjà fait Karama, mais tu as fait d'autres blocs. Et tu ouvres pour des compétitions internationales. Comment tu fais pour parvenir à maintenir un haut niveau ou même pour progresser avec toutes ces sessions d'ouverture? Déjà, j'évite de me blesser, donc je fais attention à ça. Je bois de l'eau. Je suis rigoureux sur mon alimentation, mon sommeil. Pas toujours, mais globalement. J'essaie aussi de créer des routines d'entraînement sur les périodes de l'année où j'ai un peu moins de travail. Après, c'est compliqué de
de vraiment beaucoup progresser pendant les périodes d'ouverture, mais il ne faut pas oublier qu'on grimpe je sais pas, entre 6 et 10 heures par jour pendant 5 jours. Donc déjà rien que ça te donne quand même une bonne capacité de volume, et puis tu essaies des mouvements extrêmes. Donc forcément il y a plein de styles où j'ai progressé grâce à l'ouverture. Et puis après pour ce qui est du côté physique, moi je suis pas un grimpeur avec de grosses qualités physiques, mais du coup je fais du mieux que je peux pendant la période un peu plus off pour m'entraîner sérieusement et élever mon niveau un peu plus chaque saison. Un bon ouvreur, c'est quoi selon toi? Quelqu'un qui est capable de s'adapter, donc s'adapter à son environnement, c'est-à-dire les prises, le mur, s'adapter aussi à la demande, donc ouvrir pour des poussins et puis pour Tomoa Narasaki, c'est pas la même chose. Puis il faut coller aux exigences de l'événement ou de son client, ça c'est hyper important. C'est quelqu'un qui est aussi capable de s'adapter aux autres. Et puis pour moi ça n'a pas toujours été facile, puis c'est pas toujours facile, mais il faut être capable d'être à l'écoute des autres, pas imposer ses idées, et puis accepter les leurs du coup. Et puis je pense que l'adaptabilité, c'est capable de s'adapter aussi au mouvement que tu proposes. Et ouais, l'adaptabilité, c'est clairement la clé de voûte pour devenir un bon ouvreur. En septembre 2021, tu participes à l'ouverture des championnats du monde à Moscou, donc comme tu le disais au début. C'est la première grosse échéance après les Jeux Olympiques et tes premiers championnats du monde. On peut notamment retenir ce bloc 1 de la finale chez les hommes où personne ne fait la zone, et il y a Kokoro Fuji qui parvient à le flasher en étant rando et à broyer les pinces en foot. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience, sur tes premiers championnats du monde en tant qu'ouvreur? Premier championnat du monde, mon vol qui est censé me faire arriver à 5 h de l'après-midi, il est annulé. Donc j'arrive à 23h30. J'arrive à 23h30 à Moscou, je me retrouve dans ma chambre d'hôtel à 2h du matin. Le lendemain, on a ouvert les qualifications, c'était un peu spécial parce que le temps qui monte, le mur dans la salle qui accueille la finale et les demi. Et donc du coup, on ouvre 2 jours les qualifications, ce qui m'a permis de me connecter avec l'équipe. Il y a déjà des Russes que je connaissais. Je connaissais aussi un petit peu Gen et Tomasz, mais pas le chef, Chris Danielson, que je remercie parce qu'en fait j'étais arrivé déjà avec ma petite idée pour les finales, qui était plutôt risquée à l'époque parce que c'était un bloc que j'avais proposé en demi à Meiringen. C'était la première fois que je posais une coordination en no-foot, donc ça me tenait à cœur. Puis je m'étais entraîné spécifiquement pour le reproposer à Moscou. Et puis c'est un bloc qui nous a demandé quand même beaucoup de temps, presque 2 jours rien que pour ce bloc-là. Et puis la dernière minute avant que la finale elle commence, on a rebricolé ce bloc-là. Et au final, c'est sûr que sur le coup, j'avais donné tellement de moi-même pour que ce bloc il réussisse que quand j'ai vu que personne comprenait la méthode, ils essayaient de redescendre au lieu de continuer le mouvement, et que Kokoro il s'est arrêté, je suis devenu tout blanc et puis je me suis enfoncé dans mon siège. Mais après coup, c'est vrai que le scénario, en dehors du fait qu'en tant qu'ouvreur tu puisses le vivre comme une humiliation, comme je te disais, l'adaptabilité c'est au cœur du métier de l'ouverture. Ce bloc-là, il a permis de sortir un champion du monde dès le premier bloc. Il a permis aussi de montrer qui était le grimpeur le plus fort de la planète. Et puis en termes de scénario, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Et ça m'a d'ailleurs donné encore plus envie de pousser ce mouvement pour qu'il marche parfaitement. Puis du coup avec plus ou moins de succès, mais ça a été en fin de compte une expérience assez motivante en tant qu'ouvreur. Ouais, c'était fou ce moment quand Kokoro passait à randonner ça, alors qu'on se dit, tout le monde s'est dit le bloc il marchera jamais. Ouais, c'est impossible. Ouais. Et non, ouais, il l'a rendu possible. C'était ultra glace. D'ailleurs, pour la petite histoire, le mur il faisait 35 degrés. Et après, à Porte d'Italie, il y a un spray wall avec un des côtés où il y a 35 degrés aussi. Et puis j'avais mis les 2 prises dans la même disposition. Et puis en fait, j'arrivais juste pas à les tenir. J'avais juste pas le niveau pour me rendre compte que c'était possible de s'arrêter. Ensuite, tu as ouvert plusieurs compétitions, plusieurs Coupes du Monde, des stages, etc. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué durant tes nombreuses années d'ouverture? Alors, l'expérience qui m'a le plus marqué, elles m'ont toutes un peu marqué. Après, si je devais vraiment en choisir une, je pense que Meiringen, la première fois, c'était incroyable. Parce que c'était la première fois, il n'y en aura pas d'autres. Et j'étais vraiment honoré de commencer par cette compétition. Et puis après, il y a eu Salt Lake City aussi, parce que c'était la première fois que je me suis senti à l'aise. Pas comme un stagiaire dans une équipe, mais comme un membre
C'est la première fois que je me sentais vraiment ouvreur dans l'équipe. Et puis après, c'est de l'autre côté du monde. C'était la première fois que je voyageais pour ça aussi. Et puis l'équipe a été incroyable. Le scénario, il n'y a pas eu de bloc mémorable, mais la finale était juste parfaite. Donc je suis rentré avec le sourire et tout bronzé de cette expérience aux États-Unis. C'était vraiment la semaine idéale d'ouverture. Du coup, tu n'es pas sur la liste des ouvreurs internationaux. Ça se passe comment du coup pour que tu puisses ouvrir sur les Coupes du Monde ou les Championnats du Monde? Le chef ouvreur peut inviter d'autres personnes qui ne sont pas sur la liste, la fédération peut inviter, comment ça se passe? Alors souvent c'est l'organisateur qui gère. À l'époque où j'ai demandé à le faire, c'était quand même assez... C'était un peu un huis clos. Souvent les fédérations elles faisaient travailler leurs ouvreurs. Avec des événements comme Munich par exemple, où cette année, les championnats du monde de cette année, où il y a de plus en plus d'organisations qui font pas des appels d'offres, mais qui invitent des ouvreurs étrangers à venir ouvrir. Et puis moi, du coup, c'est toujours par le biais des organisateurs que j'ai été invité à ouvrir des compétitions. Sauf à Prague, du coup, où là, cette fois-ci, j'ai été invité par l'IFSC à ouvrir cette compétition. Et bien souvent, c'était les organisateurs qui demandent, ou pas d'ailleurs, l'accord au chef ouvreur de la compète. Ouais, comment ça se passe un peu pour intégrer l'équipe des ouvreurs internationaux? On m'a toujours dit que la France était compliquée parce qu'il y avait déjà pas mal d'ouvreurs français et du coup ils essayaient d'avoir un peu tous les pays, toutes les nationalités. Ça se passe comment du coup pour intégrer cette équipe? Je suis pas un spécialiste, mais en tout cas il y a un quota d'ouvreurs par pays pour garantir la plus grande parité. Et donc il y a 6 personnes maximum par nationalité, par pays, pardon, qui peuvent intégrer le pool d'ouvreurs IFSC. Et donc tant qu'il y aura 6 Français, ce ne sera pas possible pour moi de rentrer. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre de ma passion et d'être extrêmement chanceux d'ouvrir tous ces événements. Donc. Elle te fait nous un peu tes idées d'ouverture, tu t'inspires de ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois dans la nature, ce que tu vois dans d'autres sports. Ça vient d'où? Eh bien, bien souvent, ça vient de discussions avec des copains. Voilà, du coup, je t'avais dit, en vivant à Paris, je suis entouré de plein d'ouvreurs super talentueux. Je me souviens, pendant le confinement, on allait grimper à Arcos-Massy, par exemple. Puis j'avais vu une dalle noire incroyable qui m'a tout de suite motivé. Et puis souvent, je prends des choses que je vois déjà et puis je pousse ce concept un petit peu plus loin. L'idée du no-foot, c'est venu parce que tout simplement, on faisait du no-foot pendant le confinement à Arcos. Et puis un jour, en discutant, on a fait une petite cordeau en no-foot. Alors au début, elle était un peu bidon. Tu ramenais juste et tu repartais. Et puis ça m'a donné envie de pousser le concept un petit peu plus loin. Puis non, oui, donc souvent ça vient comme ça. Du coup, tu es un fort grimpeur, mais tu n'as pas non plus le niveau des meilleurs athlètes au monde. Comment les ouvreurs font pour ouvrir des blocs calés, alors qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour les enchaîner en 5 minutes, ou du moins ils parviennent à faire quelques sections? Eh ben, déjà, il faut savoir que c'est pas qu'on travaille en équipe, donc tout le monde a des qualités. Enfin, tout le monde. Le plus souvent, les gens, ils ont des qualités fortes et variées. Donc ça nous permet en fait de proposer toute une palette de mouvements et puis il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus dans son style dans tel bloc ou dans l'autre. Après voilà, on essaie les mouvements un par un et puis après on projette son niveau par rapport à celui des athlètes. La plupart des ouvreurs ils ont quand même un bon niveau en escalade et les athlètes ils ont quand même que 5 minutes. Et après il y a plein de paramètres. Nous on va peut-être pratiquer une coordination 200 fois et puis eux ils vont pouvoir laisser qu'une dizaine de fois grand maximum. Donc, l'ouvreur a cet avantage-là sur les athlètes qui est le temps. Après, on peut jouer aussi un peu plus sur la complexité ou l'exigence, où tu commences par une version plus facile que tu vas rendre de plus en plus exigeante. Et donc, ça va te permettre de pouvoir caler minutieusement le mouvement. Du coup, tu as participé à la dernière vidéo de Flathold. Pour revenir sur le projet, c'était plusieurs ouvreurs avec pour objectif d'ouvrir différents concepts pour 2 des meilleurs grimpeurs au monde, donc Nyagam Brett et Yoshiyuki Okata. Tu peux revenir sur ça? Oui, alors du coup, on était 4 ouvreurs. Donc Manuel Hassler de Flathold, qui est suisse, Katia Winmar de 360 qui est slovène, et Gen Hirashima de Tentomen Hold qui est japonais. Donc j'étais actuellement le seul ouvreur non-shaper de l'équipe. Et en fait, on a fait un espèce de huis clos de 2 jours. On a passé 2 jours ensemble à ouvrir en Suisse. Et donc on a essayé de pousser, on a fait un premier meeting la veille au soir.
où Manu nous avait demandé à chacun d'entre nous de réfléchir à des idées. Et on a choisi d'en développer 3. Et donc pendant 2 jours, on a essayé de pousser ces 3 idées. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec Manu sur cette espèce de retournée. Et puis après, j'ai travaillé un peu dans mon coin, dans cette espèce de Lucky Luke en no-foot. Et en fait, l'avantage que ça avait, c'est que pour la première fois, on laissait des mouvements qu'on n'avait pas toujours fait, en fait, notamment ce mouvement no-foot. Finalement, 2 jours, c'est passé assez vite, parce que quand tu fais des expériences, quand tu les essaies vraiment pour la première fois, c'est pas évident de trouver ses repères et puis de réfléchir au système des mouvements et tout ça. Il s'est trouvé que le mouvement à Manu, on l'a assez rapidement fait et puis il a tout de suite bien marché. Le mouvement de gauche, il a eu un peu plus de difficultés à marcher. Et puis moi, mon no-foot, on avait exploré 2 voies, on a choisi d'en laisser une. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on avait une version qui marchait au début, où tu en lançais juste une fois d'un bras. Et puis il nous restait encore une demi-journée, donc on a décidé d'aller plus loin. Ça a été un fiasco. Le premier jour que les athlètes, ils arrivent, ils font les 2 autres blocs et puis celui-ci, il s'arrête sur la 2e prise. Et du coup, derrière, on a repassé un bout de la soirée, un bout de la matinée, à pondre le bloc que vous avez vu en vidéo, où Ogata, il tombe la main sur la dernière prise et puis il est vraiment à 2 doigts de le faire. Et donc c'était incroyable de quelque part, et pour l'ouvreur et pour l'athlète, de sentir où était la limite et puis de vraiment s'en rapprocher, ce qui arrive rarement en fait. Ouais. Du coup, tu es connu d'ailleurs pour des mouvements un peu différents de ce qu'on peut voir. Pourquoi tu essaies de toujours pousser les concepts aussi loin? Pour me faire remarquer peut-être, j'en sais rien. En fait, non, l'ouverture, je trouve que si on se renouvelle pas, ça peut devenir assez vite lassant. En fin de compte, sur le papier, on fait toujours la même chose, on met des prises sur le mur, on essaie de trouver le bon niveau. Et ce qui rend notre activité riche, c'est toute la palette de mouvements. Puis moi, quand je regarde des gens comme Manuel ou Laurent ou Jackie, il y a plein de gens qui ont apporté beaucoup au sport parce qu'ils essayaient de voir un petit peu plus loin et ils ont fait que notre sport il est en permanente évolution. Et donc d'être à proximité de ces gens-là, ça me permet d'exprimer à mon échelle ça aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant de pousser, en tout cas dans une direction. Et alors c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des nouvelles idées tous les jours, mais quand on en a une, c'est bien de l'exploiter à fond. Et puis après, ça mène où ça mène. Mais en tout cas, si tous les ouvreurs font ça dans leur coin, le sport, il en sera que plus riche. Et du coup, est-ce que tu penses qu'un jour, il va y avoir une limite, on aura tout exploré, on aura déjà tout vu? Non, mais je pense que les gens, ils imaginent la même chose avec le cinéma ou avec la musique ou avec la cuisine. Non, je pense pas qu'il y ait de limite à la créativité. C'est juste qu'il y a plein de choses, il y a plein de mouvements qu'aujourd'hui on n'envisage pas parce qu'on n'a juste pas les outils. Mais non, je pense qu'il reste encore plein de choses à... par exemple, à Meiringen, Laurent Laporte, il avait ouvert cette fissure que tout le monde trouvait déjà incroyable. À Meiringen l'an dernier, donc en 2021, en qualification, il a ouvert un jeté, on arrivait à un bras dans la fissure. Au final, du coup, il y a tout un tas d'évolutions aussi qui sont possibles à partir d'un mouvement. Ouais, du coup, c'est de prendre un mouvement et puis le et développer. Puis aller pousser, plus loin. Ouais. Le plus dur, au final, c'est d'introduire le mouvement parce que les athlètes, ils n'ont pas toujours les clés. Mais une fois que le mouvement il est introduit, tu peux le pousser beaucoup plus loin. Surtout que c'est complexe de le mettre en place dans une compétition alors qu'ils ne l'ont pas forcément déjà vu et qu'ils sont que 5 minutes, donc ils peuvent vite passer à côté. Et pas exactement, et puis c'est là toute la dualité du truc, c'est qu'en tant qu'ouvreur, toi, tu as envie de le faire valider en compétition et de créer aussi de la surprise, parce que c'est tout l'intérêt d'essayer de faire des nouveaux mouvements. D'un autre côté, les athlètes, ils ont moins de chances de le faire parce qu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont peut-être même pas les outils pour le lire, ton mouvement. Et puis si tu l'ouvres pour une équipe et pas pour une autre, du coup c'est pas fair play. Et en même temps, tu peux aussi gâcher un mouvement en le présentant un peu tôt avant la saison, en te disant comme ça ils vont pouvoir s'entraîner, mais du coup tu perds aussi cet effet de surprise. Donc c'est dur de trouver le bon dosage. Du coup, tu es aussi connu pour ouvrir des spray walls légendaires, comme celui avec Climb Up juste ici. Est-ce que tu peux donner quelques conseils aux gens qui veulent faire leur propre panneau chez eux, dans leur club, ou même dans une salle privée, comme à Climb Up Port d'Italie, Climb Up de Aubervilliers, il commence à avoir des spray walls un peu dans toutes les grosses salles. Des conseils, je sais pas. Moi, je remarque que de plus en plus, il est de plus en plus compact à Port d'Italie.
Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils, il n'y a pas qu'à moi qu'il faut en demander. Vous pouvez aussi en demander à Owen, l'ouvreur de la salle, et à Adrien Tribou, deux grands spécialistes du spray hall. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, on a compacté de plus en plus les pans pour ouvrir de plus en plus d'options. Nous, on les a pas mal designés pour faire du no-foot aussi à un moment donné, un peu peut-être égoïstement, mais ça a rencontré son public. Et donc beaucoup de prises plates, horizontales, pour créer des mouvements ou légèrement gittés en diagonale pour créer des mouvements d'accélération. Et puis voilà, de la variété de prises. Je sais qu'à chaque fois que je voyage, j'essaie d'en ramener une ou deux, et puis au fur et à mesure, du coup, ça contribue à la variété. Donc plus le choix de prise est important, et plus tu arrives à en mettre sur ton pan sans qu'elle se gêne, et plus tu ouvriras le champ des possibles pour créer tes blocs. On peut voir que celui-là il marche bien du coup, parce que tous les meilleurs grimpeurs parisiens viennent dessus, et même des grimpeurs français qui viennent juste avec les mêmes pour l'Italie, juste pour ça, et du monde maintenant. Ouais. Du monde qui viennent juste pour ce pan, donc c'est vraiment qu'il doit être vraiment bien. Parce qu'on a eu Ogata Yoshioki, Brooke Ravutu, alors des on attend encore Yannia Gambret. Elle a déjà le sien en Slovénie. Et du coup, pour toi, c'est quoi un peu l'avenir dans l'ouverture? Tu dois faire quoi? Tu as des projets, tu as des idées? Ou alors tu vas voir ce que la vie t'apporte? Ouais, en fait, j'ai l'impression, je peux donner l'impression de savoir exactement où je vais, mais je suis assez moyen-termiste en fin de compte. Donc j'avance d'une compétition à une autre, d'un projet à un autre, et puis on verra bien où est-ce que ça me mène. Et pour conclure, est-ce que tu auras du coup quelques conseils pour les grimpeurs qui voudraient se lancer dans ce métier qu'est l'ouverture? Eh ben, si vous avez un pan à côté de chez vous, du coup, commencez par ouvrir dans le pan. Si vous en avez pas, moi je sais qu'à Entreblocs, à l'époque, on faisait les entre-games, où du coup on s'ouvrait des blocs, on s'ouvrait des games avec nos potes. Donc on prenait des prises qui étaient déjà sur le mur, et puis on crée nos mouvements comme ça. Donc main gauche à prise bleue, main droite tu jettes sur la noire. T'as pas besoin d'avoir une visseuse pour ouvrir des blocs. Et puis après, essayez de vous rapprocher de la salle ou du club le plus proche de c'est où. Et je pense que ce qui m'a beaucoup stimulé au début, c'était d'ouvrir pour des copains, plus que pour des clients. Et en fait, ça me permettait d'être extrêmement motivé, et puis j'étais toujours assez fier de leur montrer les blocs que j'avais ouverts pour qu'on puisse s'entraîner dedans. Et puis n'hésitez pas à être curieux, à rencontrer un maximum d'ouvreurs. Et même si vous êtes déjà ouvreur et que vous voulez progresser, il faut varier tous les supports. Donc ouvrez dans tous les styles, avec toutes les prises que vous pouvez ouvrir, et saisissez toutes les opportunités pour rencontrer du monde. Et chaque ouvreur a quelque chose à apporter. Et puis voilà, à partir du moment où on est ouvert à l'échange, c'est comme ça qu'on progresse, je pense. Parfait. Merci Pierre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blockcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blockcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!